c'est trop cher, il n'y a pas assez d'autonomie, la recharge, c'est une galère, c'est pas adapté à mon activité, je vais perdre du temps. Franchement, qui n'a jamais entendu ça quand on parle d'utilitaire électrique à des professionnels? Absolument tout le monde. Alors je me suis dit, pour me faire un vrai avis, le mieux, c'est de passer une journée en immersion avec un professionnel qui a fait le choix productif, stratégique, économique et écologique de passer sa flotte d'utilitaires en 100% électrique. Je veux comprendre concrètement le quotidien de ceux qui ont sauté le pas vers des utilitaires électriques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que c'est si galère que ça au quotidien? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Henri, le responsable d'exploitation de Glacéo. Alors Glacéo, si vous ne les connaissez pas, ils sont spécialisés dans le remplacement et la réparation de pare-brise et leur petite particularité, c'est qu'ils ne font rien en atelier. Ils vont chez les clients et ce sont des véhicules qui font aujourd'hui plus de 60 000 km. Et justement, dans cette vidéo, on va voir pourquoi Henri a porté son choix sur un Renault Master 100% électrique. Quelles ont été également les démarches? Parce que pour information, ça a pris quand même 4 ans. 4 ans de réflexion, de tests, de comparaison, de tester différentes technologies et ils ont même testé pendant cette période de 4 ans 2 utilitaires hydrogène et malheureusement ça a été un fiasco et je vous en dis un peu plus dans la vidéo. Henri me présentera également ce Renault Master 100% électrique, qu'est-ce qui a fait que son choix s'est porté sur ce modèle. Nous ferons également un parcours type avec une portion sur autoroute et une portion sur nationale départementale et nous allons relever les consommations. Nous verrons également le sujet de la recharge parce que oui, quand on équipe une entreprise d'utilitaires électriques ou même de voitures électriques, il faut penser au sujet de la recharge. Alors, est-ce que la recharge se fait pendant la journée de travail en itinérance? Est-ce que ça se fait à l'atelier? Est-ce que l'autonomie est suffisante? Comment s'organisent les techniciens? On va découvrir tout ça aujourd'hui. Salut Henri. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va, ouais. Merci à toi de m'accueillir ici dans vos locaux de Glacéo à Saint-Priest. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc moi c'est Henri, donc je suis directeur d'exploitation pour Glacéo depuis maintenant 15 ans. Alors Glacéo, vous faites quoi exactement? Parce que vous avez quand même une petite particularité que tu m'as expliqué tout à l'heure. Donc on fait du remplacement de vitrage automobile mais uniquement à domicile. Donc en mobile, soit domicile, soit lieu de travail. Uniquement du déplacement? Uniquement du déplacement. Du coup, pas trop stressant de passer sur un utilitaire électrique? Il y avait quelques appréhensions au début, mais voilà, après utilisation, on s'aperçoit que finalement c'est parfaitement adapté à ce dont on a besoin. Avant qu'on aille plus en sujet sur ce Renault Master 100% électrique, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous utilisez comme voiture avant, comme utilitaire, et est-ce que vous avez testé d'autres technologies et est-ce que ça a été galère de passer là-dessus? On utilisait des véhicules thermiques, donc principalement des Ford Transit. En diesel? En diesel. Quand on a décidé de vouloir décarboner notre flotte, on a testé différentes technologies, donc que ce soit de l'hybride, donc un Ford Custom hybride notamment. On s'est aperçu que c'était pas adapté du moins à ce dont on avait besoin, puisque la consommation était finalement plus importante que nos thermiques diesel. Donc ensuite on a testé des véhicules hydrogène qui n'étaient pas adaptés non plus, que ce soit en termes soit d'autonomie, soit en termes de fiabilité, voilà, sur lesquels on a eu pas mal de ouais, de là soucis. vous avez été chaud quand même de tester l'hydrogène. Oui, ouais, on a même acheté 2 véhicules, donc on a vraiment fait un test voilà, pour acheter 2 véhicules et donc on n'a pas renouvelé l'opération puisque ça a été pour nous un échec. Alors là, Henri, on est dans vos locaux et là, il y a à côté de toi donc 2 utilitaires hydrogène. On va dire un essai qui a été un petit peu loupé. Donc c'est des véhicules qu'on a depuis 2 ans, qui sont, je disais, qui sont arrivés donc déjà quand ils ont été livrés en retard suite à différents problèmes lors de la fabrication. Donc là, on a un véhicule qui tourne assez régulièrement, qui tourne quand même de temps en temps, et l'autre qui est en panne. Ouais, celui-ci là, il Celui-là fonctionne est plus, complètement en panne, Ouais. puisqu'il a même plus de contact. Ouais, il est vraiment, vraiment HS. Ok, donc ouais, tu m'expliquais des véhicules qui ont quand même un certain coût. Il y a eu un petit coup de pouce de la région qui a fait que justement, pourquoi pas tester cette solution-là et qui au final, la plus-value par rapport au gasoil, par rapport au diesel et par rapport à l'électrique, elle n'était pas vraiment identifiable. Elle n'est pas identifiable parce qu'en fait, on les a achetés clairement ici en Rhône-Alpes parce que le Rhône-Alpes était engagé à la base sur le développement des stations hydrogène et donc permettait également d'avoir des subventions à l'achat. Donc on s'est dit on va pouvoir faire le test ici sur le secteur de Lyon. Mais bon, finalement, en termes de coût d'utilisation, ça revient exactement au même coût qu'un véhicule thermique. Ah ouais. Puisque l'hydrogène est à peu près au même prix. Donc quand on fait le cumul de autonomie plus les différents pleins qu'on a à faire, finalement, là-dessus, du coup, il n'y aura pas comparé à le même coût.
avec un entretien qui est un peu plus cher puisque c'est quand même des véhicules spécifiques. Oui. Donc finalement, en termes d'utilisation, c'est plus cher à l'achat, plus cher à l'entretien. Le vrai avantage, c'est la partie écologique puisque c'est zéro émission, ça ne rejette que de l'eau. Oui. Mais en termes de coût d'utilisation, on n'est pas là. Ok, donc expérience non concluante, mais au moins vous avez essayé. Non concluante, voilà, parce qu'en plus de ça, véhicule régulièrement en panne. Ouais. Et avec des stations, effectivement, la fiabilité aussi est aléatoire. Donc utilitaire diesel, hydrogène, hybride rechargeable, ouais, tu as... Oui, hybride. Quand on a pris l'hybride, c'est un hybride rechargeable. Okay. Mais en fait, on s'est aperçu que l'hybride rechargeable n'était valable uniquement sur des villes. C'est-à-dire que c'est uniquement valable si on fait beaucoup de villes, où là, on va maximiser l'autonomie en électrique et donc quasiment pas consommer de carburant quand on fait des tournées uniquement en ville. Ouais. Mais comme nous, par notre domicile, on est amené à aller aussi bien en campagne qu'en ville sur l'autoroute. Ouais. Là, à ce moment-là, l'hybride rechargeable n'est clairement pas adapté. Parce que pour rappel, tu m'expliquais qu'aujourd'hui, un camion comme ça, à l'année, ça fait aux alentours des 60 000 km. On est, oui, entre 50 et 60 000 en fonction des secteurs, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se louper sur le choix de l'utilitaire. Du fait que tu aies testé tout ça, la solution qui aujourd'hui vous convient le mieux, c'est l'électrique. C'est l'électrique, oui. Donc après 4 ans, après pas mal de recherches sur les différents véhicules disponibles, on s'aperçoit que maintenant, sur ces véhicules électriques utilitaires de cette gamme-là, c'est effectivement adapté à notre métier. Ok. Et là, aujourd'hui, au niveau de votre flotte, vous avez combien de véhicules? Donc on a 3 Peugeot Expert électriques, en rehaussé, et 5 Master. Ok. Donc électrique également, sachant qu'on a encore donc en tout 18 véhicules qui sont là actuellement en attente de livraison. En commande et attente de livraison. Ok. Ouais, donc là vous allez passer, ça représente quoi en pourcentage sur votre parc? C'est quoi? C'est 80% de votre parc qui va passer à l'électrique? On va être, oui, d'ici la fin de l'année, c'est 80% du parc. Oui. Ouais, donc c'est quand même énorme. Alors il faut savoir que c'est dans une démarche écologique, hein. C'est pas sous contrainte, sous restreinte, etc. C'est vraiment Luc, le président, qui a décidé de dire ok, lui aujourd'hui il a une sensibilité sur l'écologie. Tu m'expliquais qu'aujourd'hui tous tes déplacements se font soit en voiture électrique, louée, soit en train. Les voitures de fonction, de service, c'est tout l'électrique. Donc il y a vraiment une démarche sur la voiture électrique. Et est-ce que ça a été difficile de dire aux équipes, voilà, là vous avez vos habitudes, vous roulez un utilitaire diesel ou hybride, ce que vous avez testé. Là maintenant on va vous mettre dans les mains l'électrique. Je suppose qu'il y a forcément des réfractaires au changement, des réfractaires à l'électrique. Ça s'est passé comment, on va dire, cette transition? Un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui étaient déjà convaincues à la base sur les véhicules électriques et il y en a d'autres qui étaient vraiment très réfractaires. Donc clairement, oui, qui ont pris ces véhicules un peu à reculons, mais qui finalement, après quelques jours ou même quelques mois d'utilisation, en sont très contents et même certains ne voudraient même plus revenir sur un véhicule, thermique. Ouais. C'est fou quoi. Et c'est marrant parce qu'en fait, on fait le parallèle aujourd'hui avec le marché où les gens ils ont du mal à passer la voiture électrique et en fait, quand ils y passent, il y a un taux de rétention qui est énorme. Plus de 90% des personnes qui sont passées électriques ne reviendront pas en arrière. Donc ça s'est passé exactement la même chose pour les utilitaires. Oui, après c'est beaucoup des personnes qui étaient sur beaucoup d'a priori en fait, sur le fait que l'autonomie n'est pas suffisante, sur le fait que c'est compliqué à rouler, etc. Qu'il va falloir rouler lentement pour pouvoir du coup faire toute la tournée, optimiser. Okay. Donc c'était vraiment sur des a priori parce qu'ils n'avaient jamais vraiment testé de véhicule électrique à la base et donc restaient sur ces a priori là quand on a décidé de leur fournir un véhicule électrique. Et au final, essayer, c'est l'adopter par la majeure partie. Oui, pour tous ceux qui ont des véhicules électriques, maintenant, oui, clairement, on sont tous très satisfaits. Ouais. Et tu m'expliquais que là aujourd'hui on a réquisitionné ce véhicule-là pour le tournage et que la personne qui l'utilisait aujourd'hui était un petit peu dégoûtée de revenir sur son utilitaire des Oui, donc il faisait partie en plus des réfractaires voilà, qui étaient assez interrogatifs sur le fait de devoir utiliser un véhicule électrique au quotidien. Donc il y est passé plus ou moins par obligation, mais dès la première journée, quasiment le soir même. Il s'est rendu compte que... Après c'est vrai que quand on sait comment se recharger, alors le sujet de la recharge on y viendra juste après, mais quand on sait où recharger, comment se recharger et qu'on connaît son autonomie sur autoroute, en cycle mixte, après il n'y a plus de sujet en fait. Oui, une fois qu'on connaît un peu mieux le véhicule, donc quand il est neuf, il y a toujours les questions de l'autonomie, etc., de la vitesse de recharge, mais une fois qu'on a fait quelques tournées avec, on commence à avoir un bon retour d'expérience et donc à ce moment-là, il n'y a plus de questions vraiment à se poser. On sait qu'on va être capable de faire notre tournée sans problème et si jamais il y a un peu trop de kilomètres, voilà, on sait qu'on va pouvoir recharger également sans problème parce qu'on sait qu'il va recharger relativement vite. Donc c'est vraiment une appréhension qui disparaît assez
assez rapidement une fois qu'on connaît un peu mieux le véhicule. Ouais, c'est trop bien. Puis ça montre que les mentalités évoluent, que oui, en fait, pour se faire son avis, il faut tester, quoi, tout simplement. Et là, justement, le sujet de la recharge, ça marche comment? Parce que là, aujourd'hui, vos tournées, vous faites aux alentours des 200-250 km par jour. Oui. L'autonomie du véhicule, c'est à peu près ça également? Oui, l'autonomie réelle, donc par rapport à ce qui est annoncé, nous, on est sur une autonomie réelle entre 200 et 250 km en fonction du type de route. Si on utilise beaucoup l'autoroute ou de la ville ou quoi que ce soit. Et donc, nous, on fait quasiment 100% des recharges dans nos dépôts. Trop bien. On a très peu de recharges à l'extérieur. Ouais, et tu m'expliquais qu'il y en avait un qui avait, pendant sa tournée, il avait un petit peu peur de pas arriver à destination sur le retour de sa journée. Du coup, il a fait une recharge à l'extérieur, mais c'était l'unique fois. Et a priori, maintenant, tout se fait avec vos bornes de recharge dans vos locaux. Oui, toujours pareil. L'appréhension d'arriver, de pouvoir finir la journée et d'arriver en fin de journée. Donc, il a fait une recharge vraiment rapide, mais de quelques minutes, puisqu'il a même pas rechargé à fond le véhicule. C'est vraiment juste histoire de dire je termine ma journée. Mais une fois arrivé au dépôt, en fait, il s'est aperçu que sa recharge n'avait servi à rien parce qu'il avait eu largement assez d'autonomie. Et donc, depuis, il n'a jamais eu besoin de recharger de nouveau sur sa journée. Ouais, encore une fois, quand tu entends les gens, ils disent ouais, c'est pas simple, c'est galère, c'est compliqué. Et au final, c'est rien de plus simple, quoi. Il faut juste le tester. Pour se rendre compte de la chose, mais... Oui, c'est ça, c'est vraiment le fait de le tester au quotidien et de rouler quotidiennement avec pour s'apercevoir que finalement, c'est possible. Ouais, carrément, trop bien. Et là, votre site de Saint-Priest est équipé aujourd'hui de 2 bornes de recharge. Donc, il y en a ici, et on peut voir en haut que ça a été pré-équipé ici pour mettre 2 autres bornes juste à ce niveau-là. Et donc là, au niveau de la recharge, ça se passe comment? C'est quoi? C'est une borne par véhicule? Comment vous gérez ça aussi? Est-ce qu'il y a une plateforme que vous utilisez, une interface pour pouvoir gérer tout ce qui va être recharge du véhicule? Donc on a une borne par véhicule, donc pour le moment 2 bornes, et donc prévues pour 4 une fois qu'on aura toute notre flotte en électrique, qui peuvent être gérées à distance via ChargeMap. Okay. Donc les bornes communiquent entre elles de manière à ce qu'une fois qu'un véhicule est chargé, on a plus de puissance qui va être développée par les autres bornes pour donc, il y a une gestion être certain dynamique, que les véhicules sont rechargés la nuit. Okay. Et donc être certain que le matin, quand on arrive, tous nos véhicules sont chargés à 100%. Et là, concrètement, niveau tarif, ça donne quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recharge d'un camion, alors quel est potentiellement le prix du kilowattheure, combien ça te coûte, et surtout, quelle est la différence par rapport à vos utilitaires thermiques? La recharge nous coûte une dizaine d'euros. En fonction de, sur les non rehaussés, un peu moins de 10 euros, sur les rehaussés un peu plus, puisque les batteries sont plus grosses. Okay. Donc en moyenne, c'est une dizaine d'euros la recharge, par rapport au thermique, où ça nous coûtait environ 150 euros de plein tous les 3 jours. Ah ouais, 150 euros plein tous les 3 jours, là potentiellement 10 euros par jour, donc 30, 150 euros, il y a quand même un énorme écart. Et c'est pour ça que ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue rentabilité, certes, il y a l'immédiat sur l'entretien, la recharge, mais après, la différence de coût entre l'achat se fera sur la durée, en fait. Oui, puisque les véhicules sont quasiment 2 fois plus chers, les véhicules électriques. Donc après, c'est vraiment sur l'entretien et notamment sur la durée sur laquelle on garde le véhicule, où il y a vraiment un gain à faire. Okay. Puisque dans l'immédiat, à l'achat, c'est plus cher. Ouais, c'est beaucoup plus cher. C'est vraiment sur la durée où après, il y a vraiment un gain. Ouais, c'est vraiment une vision long terme. Ouais. Okay. Et là aujourd'hui pour vous, c'est quoi l'objectif et pourquoi vous avez décidé de passer une partie de votre flotte en électrique et peut-être je suppose dans les années à venir 100% de votre flotte en utilitaire électrique? Oui, alors nous notre objectif c'est de passer en 2027 100% de notre flotte en électrique. Donc fin d'année prochaine. Fin d'année prochaine, là déjà en 2025 on va avoir une grosse partie de la flotte, quasiment 80% de la flotte qui devrait être en électrique en fin d'année. Ouais. C'est parce qu'on est labellisé Bicorp. Okay. Et donc, lorsqu'on a fait également notre bilan carbone, on s'aperçoit que nous, la plupart de nos émissions carbone, c'est notre flotte de véhicules, puisqu'on fait que du mobile. Ouais. Donc, le fait de transiter notre flotte vers un mode zéro émission, forcément, va nous aider là-dessus. C'est vraiment une volonté de notre dirigeant de passer sur une flotte 100% zéro émission. Et est-ce que tu peux préciser pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la labellisation Bicorp? Ça représente quoi pour vous et qu'est-ce que ça en découle derrière pour l'entreprise? Alors la labellisation Bicorp vient récompenser tout ce qui est fait en termes de RSE. D'accord. Au niveau de l'entreprise, donc que ce soit en termes de sauvegarde de l'environnement, de bien-être au travail,
C'est vraiment pour montrer tout ce que l'entreprise met en œuvre pour œuvre. venir baisser les émissions de CO2. C'est vraiment dans le but de montrer que l'entreprise agit en fait. Okay. Donc le label B Corp vient récompenser toute cette démarche. Et si les autres entreprises font la même chose, c'est vrai que c'est une petite pierre à l'édifice. Oui, c'est vraiment le but en se disant que chacun peut apporter quelque chose pour l'environnement. Eh ben écoute, merci Henri pour toutes ces informations. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu me présentes ce camion-là. On va faire un petit tour. Tu montres aussi son aménagement intérieur parce que c'est un camion qui est forcément aménagé pour votre quotidien. Tu me montres tout ça, puis après on ira faire un tour au volant. Ça te va? Ok. Allez, c'est parti. Alors avant que tu nous présentes ce Renault Master, qu'est-ce qui a fait que le choix s'est porté sur ce modèle et cette marque? Alors deux choses principales, c'est d'une part l'autonomie, donc annoncé à 460 km d'autonomie puisque c'est la version 87 kWh, et d'autre part le fait que le véhicule soit conçu d'origine pour être électrique, donc qui du coup n'a pas le défaut de certains autres véhicules. Ouais, les plateformes multi-énergie, on sait que c'est jamais vraiment optimal pour l'électrique et là c'est pas le cas quoi. C'est pas optimal, et ce qu'on s'aperçoit aussi également sur les utilitaires, c'est qu'en règle générale, le seuil de chargement, notamment à l'arrière sur la caisse, est relevé pour pouvoir faire passer les batteries. Okay. Et donc du coup on a une hauteur de chargement qui est déjà beaucoup plus élevée, donc en termes d'ergonomie ça demande de beaucoup plus monter. Okay. Et en plus on perd en hauteur de chargement puisqu'on a un décalage de 15-20 cm. On n'a pas ce problème qu'on n'a pas sur ce véhicule là puisqu'il est prévu d'origine pour être électrique. Donc là c'est la version 87 kWh avec différentes options vraiment pour améliorer le confort, donc que ce soit siège suspendu, différentes options comme Android Auto, Apple CarPlay, pour pouvoir brancher directement les téléphones sur le véhicule, donc dans le sens d'avoir un véhicule confort pour nos salariés. Donc en parlant des options de confort tout à l'heure, donc comme on disait, on a le siège suspendu. On a pris un véhicule équipé de toutes les différentes assistances, donc que ce soit aide à la conduite, caméra de recul également pour faciliter les manœuvres. Ouais. Et puis donc CarPlay, Android Auto, donc équipé aussi de pas mal d'équipements, que ce soit climatisation. Et là, toutes les personnes qui aujourd'hui le conduisent, elles disent que c'est plus confortable que ce qu'elles avaient avant, sans parler de motorisation, mais vraiment en termes d'équipement. Oui, beaucoup plus confortable. Avec le siège suspendu, déjà, ça change. Ça doit être très confort. On le testera après. Par rapport aux anciens. Donc on voit, c'est vraiment, on peut prendre une bosse. On est vraiment beaucoup plus confortable, que ce soit pour le dos, parce qu'on passe quand même pas mal de temps assis pour faire le trajet. Une intervention, c'est quand même assez rapide, j'ai envie de dire. Et oui, et du coup, les temps de trajet, c'est ça qui fait le. Donc surtout le temps de trajet, au moins, il y a un confort en plus. Par rapport à nos anciens transits. Tu nous montres un petit peu comment vous avez fait l'aménagement à l'intérieur? Parce que là aujourd'hui, en termes de poids, parce que ça c'est vraiment une question qui revient souvent, parce que forcément si on charge beaucoup, l'autonomie est impactée directement, mais là en termes de poids, vous avez quoi en termes de masse embarquée par rapport au poids du véhicule? Donc en termes de masse embarquée, tout compris, donc que ce soit l'aménagement plus l'outillage, au maximum, on est sur un peu plus de 300 kg embarqués dans le véhicule constamment. Okay. Si on rajoute les pare-brises, on va monter à 350-360 kg. Et donc là, vous avez fait tout l'aménagement intérieur. Donc là, tout l'aménagement intérieur, donc spécifique à notre métier, avec différentes choses, toujours pour améliorer l'ergonomie. Ouais. Et là, notamment, on voit la hauteur de chargement. Donc on voit qu'on est sur une hauteur relativement normale par rapport à d'autres utilitaires qu'on a pu voir, sur lesquels il y avait à peu près 15-20 cm de plus pour faire passer les batteries. Donc rien que la montée-descente du véhicule avec 15-20 cm de plus, ça fait quand même une grande marche. Ah bah ouais, carrément. D'où la nécessité aujourd'hui d'avoir des utilitaires prévus électriques initialement. Qui sont conçus dès le début pour être électriques, pour justement éviter ce genre de désagréments. Puis au quotidien, si on doit monter, descendre régulièrement dans le véhicule, ça fait quand même une marche de 60-70 cm à monter. Et c'est là où effectivement il faut avoir cette connaissance du véhicule pour pas se retrouver avec un véhicule en fait qui correspond pas du tout à l'usage. Donc c'est pour ça que la démarche a été quand même assez longue. C'est pour ça que la démarche a été longue, ça a mis 4 ans puisque il fallait tous les véhicules électriques qui étaient proposés jusqu'à maintenant, c'était toujours des dérivés de thermique. Et donc du coup il y avait différents défauts, que ce soit cette hauteur là, donc en plus d'avoir 15-20 cm ici de hauteur en plus. La hauteur du véhicule ne change pas, donc on perd en termes de hauteur déjà 15-20 cm aussi. Donc c'était beaucoup ce défaut-là qu'on pouvait retrouver sur les différents utilitaires qu'on a pu voir. Est-ce que vous, ça vous a choqué cet écart entre autonomie WLTP et autonomie réelle? Ça nous a pas vraiment choqué parce qu'on s'attendait pas
à atteindre l'autonomie réelle. On savait qu'il y avait de toute façon un écart sur les véhicules électriques, c'est assez connu. C'est pour ça qu'en annonçant 460 km d'autonomie, on savait que même si on ne fait que la moitié, c'était suffisant pour nos tournées à nous. Donc effectivement, nous, on n'est pas du tout sur les 460 km, hein, on est plutôt autour de 250-300 en fonction des tournées. Si on utilise beaucoup l'autoroute ou plus de villes. Mais ça ne nous a pas choqué puisqu'on s'y attendait en fait. Vous avez fait ce choix-là en pleine connaissance de cause, quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis également du temps, puisque les véhicules utilitaires, ceux qu'on avait regardés avant, du style justement Peugeot Expert ou quoi que ce soit, n'annonçaient que 200-250 km d'autonomie. Donc on savait que c'était forcément pas suffisant. Et là du coup, si on parle prix, donc tu me disais que c'était 2 fois plus cher qu'un équivalent thermique. C'est quoi l'ordre d'idée sur ce véhicule? Alors là, le prix catalogue sur celui-là, on est un peu plus de 57 000 € hors taxe. Vraiment plus cher qu'un véhicule thermique. Après, c'est vraiment sur le long terme où la différence peut se faire, parce qu'il y a déjà un gain en termes d'utilisation, comme on l'a vu, hein, pour l'entretien, la recharge et pour l'entretien. Là, l'entretien, on est entre 70 et 80 € pour une révision. Ce qui reste donc, tout à fait... ce qui est vraiment minime. Donc c'est vraiment après, sur le long terme, on arrive à avoir un gain par rapport à un véhicule thermique, par rapport au coût d'entretien, au coût d'utilisation, et le fait qu'on espère effectivement pouvoir les garder beaucoup plus longtemps que nos thermiques, puisque sur un moteur électrique, normalement, on doit pouvoir faire des centaines de milliers de kilomètres sans problème. Ouais, parce que tu m'expliquais qu'aujourd'hui, dans la flotte actuelle, passer 200 000, bah, c'est un peu plus compliqué. C'est là où on commence à manger un peu la feuille en termes de rentabilité. On sait que sur un véhicule thermique, une fois qu'on a atteint 200-250 000 km, on a différents frais inhérents au véhicule qui arrivent, que ce soit les courroies ou même le moteur qui commence à s'user. Donc il y a pas mal de frais. On sait qu'il y a pas mal de frais à faire, pas mal d'argent à mettre pour pouvoir continuer la durée de vie du véhicule. Là, on n'a pas de courroie, on n'a pas d'embrayage, donc un moteur électrique, c'est quand même quelque chose qui dure normalement longtemps dans le temps, parce que ça s'use quasiment pas. Donc on a bon espoir de pouvoir faire beaucoup plus de temps avec ces véhicules-là qu'avec les thermiques. Ouais, trop bien. Et en tout cas, moi, je serais vraiment ravi de revenir d'ici 4-5 ans, potentiellement refilmer soit ce véhicule-là, mais tu vois, d'avoir des datas, maintenant des données chiffrées sur est-ce que ça a été rentable, à partir de combien de temps vous avez équilibré la différence de prix, etc. En tout cas, moi, ça m'intéresse bien. Et pareil, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur ce sujet-là dans quelques années. On sera ravis de t'accueillir. Ouais, trop bien. Merci Henri. Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on allait faire un petit peu un parcours type avec un peu d'autoroute, de route départementale. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire une première portion sur autoroute. Comme ça, on va voir son autonomie. On a remis à zéro toutes les consommations. Pour information, depuis que tu l'avais, donc c'est-à-dire à peu près 4000 km, il y avait une consommation moyenne de 30 kWh au 100. Donc, ce qui donne en gros une autonomie moyenne selon la capacité de la batterie aux alentours des 290 km. Donc là, on a remis à zéro. Comme ça, tout au long de l'essai, on verra la différente consommation avec les différentes autonomies. Là, le camion est chargé, comme on l'a dit tout à l'heure avec Henri, aux alentours des 350 kg. On va faire un trajet type. On va voir comment ça se déroule. Et ben allez, Henri, c'est parti. Direction. Donc là, on est à Lyon. On est à Saint-Priest exactement. On va aller jusqu'à Aiguebelette. On a remis à zéro toutes les consommations. Là, pour information, on est à 100% de batterie et 408 km affichés au compteur. Comme ça, on va voir à combien de pourcentage on arrive à destination sur la portion autoroute. Et ce qu'on fera aussi pendant l'essai, c'est que je prendrai son volant. Comme ça, je vous ferai un petit peu mon ressenti. Et là, comme vous pouvez voir, on a ici 2 sièges. Donc, c'est même deux fauteuils. C'est super bien installé. Et il existe également avec une banquette qui permet d'avoir 3 sièges à l'avant. Oui, le mode standard, c'est la banquette pour avoir 3 places assises. Nous, on a choisi d'avoir deux sièges séparés pour avoir un meilleur confort pour le passager aussi, puisque justement, il y a la coudoir. C'est beaucoup moins dur en termes d'assises. Franchement, on est super bien installé. Donc, au moins, les deux aussi bien conducteurs que passagers, ont une assise qui est bien meilleure. En tout cas, les intérieurs, je trouve qu'ils sont jolis. C'est bien fini quand même. Bon, ça reste du plastique, c'est de l'utilitaire, mais le volant il est sympa, il y a un écran, il y a toutes les infos. Il y a quand même un bond en avant qui a été fait sur le... Ouais, en termes de finition, c'est vrai que, mis à part les plastiques durs, il y a quand même des rangements partout. Ah ouais, franchement, il y a des écrans un peu partout. Du fait d'avoir la boîte automatique, on est quand même moins sur une position d'utilitaire. On a presque, mis à part la hauteur, on a presque l'impression d'être dans un SUV en fait. Ouais, même le volant est incliné. Oui, il est pas plat, c'est clair. C'est clair que quand on a ça comme outil de travail, ça doit être quand même un peu plus plaisant. Les retours, ils sont vraiment très positifs. Et unanimes sur utilisateurs. Et tu m'expliquais qu'aujourd'hui, vous limitez la limitation à 110 km/h. Oui, ils sont bridés à 110 puisque en fait d'origine, les Masters sont bridés à 120 en électrique. Et nous, on a pris le choix de les brider à 110 puisque de toute façon, ça fait très longtemps qu'on demande de rouler à 110. Même avec les véhicules thermiques. Donc et de toute façon pour un électrique,
C'est toujours mieux d'être limité à 110 qu'à 130. Bon, on arrive à la fin de l'essai sur autoroute. Bon, ça s'est très bien passé, hein, c'est confortable, plutôt silencieux. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être dans un utilitaire. Il y a un petit peu de bruit d'air au niveau des rétros, mais vraiment, franchement, rien à dire, hein, très confortable. Pour information, là, on a fait 74 km, on a la sortie là dans 3-4 km. On est parti à 100% de batterie, et là, on arrive avec 72% de batterie. Et on va regarder un petit peu la consommation. Là, on a consommé du coup sur l'ensemble du trajet 33,3 kWh au 100. Ce qui veut dire que sur une batterie de 87 kWh, en gros, si vous avez des trajets, on va dire 100% autoroutiers, vous aurez entre 250 et 270 km sur autoroute. Donc ça reste quand même assez honnête. Je rappelle juste les conditions de route. Hein. Là, on est au mois de février, mais il fait super beau, il fait 18 degrés, on n'a pas de vent de face ni d'eau. On a vraiment des conditions idéales. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Alors oui, c'est vrai qu'on est loin des 400 WLTP, mais bon, on le sait toujours. Hein. Sur autoroute, il faut enlever à peu près entre 30 et 40% de l'autonomie. Et au niveau du freinage régénératif, il faut savoir que vous avez le mode drive, c'est le mode classique. C'est limite un peu de roue libre. Et après, vous avez le mode brake. Donc là, ça vous permet d'avoir un freinage régénératif un peu plus important. Et si vous voulez l'augmenter, effectivement, on vient appuyer sur le mode Eco, où là, ça limite la puissance du véhicule et ça le limite à 90 km/h. Par contre, il y a une régénération qui est un peu plus forte. Donc ça y est, là, on va sortir de l'autoroute. Et ce que je vous propose, c'est que là, on fasse un petit changement de conducteur. Comme ça, moi, je vais me mettre à son volant. Là, on va faire plutôt de la circulation sur départementale, sur de la nationale à 80 km/h. Comme ça, on va remettre à zéro les consommations. Et là, en gros, on a fait 77 km et on a utilisé 28% de la batterie. Ok, c'est moi maintenant qui prends le volant. Donc là, on est sorti de l'autoroute. Là, on va faire du coup, je pense, essentiellement de la départementale. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a fait 77,8 km et on a une consommation moyenne sur l'ensemble du trajet de 31,1 kWh au 100. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je remets à zéro et maintenant, eh ben, écoutez, on y va. C'est super souple à conduire. Hein. Ouais, la direction, elle est souple et tout. Franchement, ouais, c'est très réactif en plus en direction. Ouais, on sent que la direction, elle est précise. C'est vrai que j'ai pas d'habitude, mais on est super haut là sur la route. On a vraiment un bon champ de vision. On va voir la consommation, ce qu'on gagne sur les départementales. Là, on a mis une destination donc pour retourner jusqu'au dépôt de Saint-Priest, mais par les petites routes. Et ce qui est trop bien, c'est que là, en fait, c'est le même système que vous avez dans la Renault R5, dans la R4, dans le Scénic, hein, c'est Android Automotive. Donc, c'est le planificateur à la sauce Google et puis tout le système d'infodivertissement qui est hyper simple. Et là, ce que me disait Henri, c'est que les utilisateurs sont super contents parce qu'au niveau de la planification, de la destination, le pourcentage à l'arrivée, il est hyper précis. Ça rajoute, on va dire, un élément pour éviter de les faire stresser sur l'autonomie. Ouais, ça enlève du stress en disant ils sont certains d'arriver à destination avec suffisamment de batterie. Et puis, de toute façon, ça calcule aussi s'il y a besoin de s'arrêter sur une borne. Le planificateur le prévoit, mais du coup, ça enlève du stress puisque c'est relativement fiable. L'info qui est donnée. Ouais, complètement. Donc là on part, on a 87 km et normalement j'arrive au dépôt à 50%. Du coup, à la fin, on verra si effectivement on arrive bien à 50%. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le planificateur Google fait partie des meilleurs. Hein. Il est au même niveau que pour moi en termes de fiabilité que celui de Tesla. C'est quand même pas rien. Et là, Glacéo, ça fait combien de temps là que l'entreprise elle existe? Ça fait plus de 20 ans maintenant que l'entreprise existe, presque 30 même. D'accord, ah ouais. Et là, vous êtes sur l'ensemble du territoire français? On n'est pas encore sur l'ensemble du territoire français. L'idée, c'est de se développer, donc d'ouvrir et de couvrir l'ensemble du territoire assez rapidement. Et là, vous cherchez du monde un petit peu là Oui, comme on est en plein développement, on cherche à peu près une vingtaine de personnes un peu sur toute la France. Ok. Ah ouais, vingtaine de personnes sur toute la France. En Bretagne, dans le Nord, la Normandie, Rhône-Alpes. Et quel type de poste? Tout type Tout type, oui, du poste de technicien au poste de chargé d'antenne. D'accord. On a vraiment tout type de poste, ouvert à tout type de candidature, puisqu'on ne cherche pas forcément des personnes déjà formées au vitrage. On fait la formation chez nous en interne. Ok, je vous mettrai tous les liens dans la description et vous pouvez contacter Glacéo et ils se feront un plaisir, je pense, de vous recevoir pour un entretien et puis voir si ça peut coller avec leurs besoins. Alors là, on est sur de la petite route, mais c'est de la petite route un peu de montagne. Hein. On est à la limite Aigues-Belette, Aix-les-Bains. Donc là, c'est intéressant de voir aussi sur des phases où ça monte. Pour l'instant, on fait que monter. On est à 43 kWh au 100. Ça monte. Donc forcément, ça veut dire que ça va redescendre. En descente, on va régénérer. Et donc là, on va récupérer de l'énergie et ça va venir faire baisser la consommation. Sinon, au niveau conduite, c'est très agréable. Le siège, là, il est hyper confort. Et je pense que les équipes doivent être bien contentes de rouler dans ce genre de véhicule. Nous voilà de retour au dépôt Glacéo. Déjà, petit débrief du trajet. Ça s'est super bien passé.
J'ai été surpris par le confort de conduite. J'ai pas l'impression d'être dans un utilitaire. C'est vraiment, oui, on est, comme tu disais, on a l'impression d'être dans un gros SUV. C'est bien fini, il y a tout ce qu'il faut, Franchement, je comprends que les équipes soient contentes de rouler là-dedans. Ah oui, bah c'était le but, hein, quand on a choisi ce véhicule, c'est vraiment le but recherché, ouais, d'avoir vraiment un confort de conduite, du fait qu'on passe beaucoup de temps au volant. Sinon, niveau conso, on avait mis le GPS, arrivé à destination avec 50% de batterie. Là, je suis arrivé avec 53% de batterie, donc on a un petit peu moins consommé. Sur le trajet là qu'on a fait dernièrement, j'ai une consommation moyenne. Franchement, je suis quand même assez impressionné parce que il y a même certaines voitures électriques, des SUV ou même des citadines qui font pas cette consommation. On est à 19,5 kWh au 100. Pour rappel, on a fait la première partie en autoroute. Là, c'était vraiment de la départementale, traversée de ville, village. Donc des portions à 80, 90, 50 km/h. Et là, ouais, 19,5, c'est énorme. Et du coup, on a une moyenne depuis le départ à 25,2. Donc franchement, c'est quand même assez honnête. Alors oui, tout à l'heure, on avait une consommation sur les 4000 km à 30. Parce que tu m'expliquais qu'aujourd'hui, 80% des déplacements se font sur autoroute. Oui, on utilise beaucoup l'autoroute pour diminuer les temps de trajet. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de trajets sur autoroute. Là, par exemple, on a fait plus de 80 km en gros, on a fait sur des nationales. Nous, on les aurait fait sur autoroute. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ce qui veut dire qu'avec une batterie de 87 kWh et une consommation mixte qui est, là, on a fait 50% autoroute, 80 km, le même trajet retour en départemental. Et ce qui veut dire que là, en gros, on aura une autonomie entre 320 350 km. Il y a même un moment, on était sur une consommation un peu plus basse que ça et on s'est dit, bah en fait, le WLTP est vraiment pas loin. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes artisan, que vous utilisez des utilitaires et que vous faites un peu moins d'autoroute, voire même rarement, clairement, vous serez pas très loin du WLTP. Donc, c'est quand même une belle surprise. Toutes ces études que vous avez fait là pendant les 4 ans de sélectionner la motorisation, le modèle, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que ce modèle-là correspond tout à fait à votre usage. En tout cas, si vous faites pas plus de 300 km par jour, bah, ce véhicule peut totalement correspondre, hein, selon si vous faites de l'autoroute ou de la circulation mixte. Et ben, écoutez, on vient de finir l'essai. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et comme vous aurez pu le voir, passer sur des utilitaires électriques demande quand même une grosse réflexion en amont. Une réflexion sur quels sont réellement vos besoins au quotidien et ensuite quel sera le modèle qui pourra correspondre justement à vos besoins. Une fois que vous avez identifié ces deux éléments, quelle va être la solution de recharge que je vais mettre en place? Est-ce que ça va être une recharge en itinérance? Est-ce que ça va être une recharge à destination aux locaux, comme ici par exemple chez Glacéo? Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, passer sur des utilitaires électriques améliorera grandement le confort de travail, les conditions de travail des utilisateurs. Parce que au-delà de l'agrément de conduite des voitures électriques, vous avez également énormément d'options de confort à l'intérieur. Et comme vous avez pu le voir, pas mal de personnes étaient réfractaires à l'électrique, souvent parce que on dit des choses, ils ont vu passer des choses à la télé, on nous raconte que, mais la réalité est quand même bien différente. Et aujourd'hui, pour rien au monde, ils repasseraient en arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!